Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler rapidement d'un livre que j'ai lu, que vous avez peut-être lu aussi, qui s'appelle Faire de François Fillon. Voilà. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant, d'abord, il écrit bien. Et puis, ce que dit François Fillon est cohérent. Il y a une phrase que je trouve tout à fait intéressante, importante, qui termine l'ouvrage et qui résume assez bien tout ce qu'il pense, ou du moins tout ce qu'il dit. Il dit « De l'argent public, nous n'avons plus. Des impôts, nous n'en avons que trop. Que reste-t-il? La liberté. Oui, la France a besoin de liberté pour que chacun puisse aller au bout de ses mérites, de ses talents, de son courage. » Oui, ça c'est bien. Mais quand même, on reste sur sa fin. On reste sur sa fin parce qu'il ne nous explique pas pourquoi on en est là. Or, il ne peut pas ne pas le savoir. Je ne veux pas dire qu'il a été associé à la catastrophe, puisqu'il n'a fait que quelques années avec Sarkozy. Bon, ça ne peut pas être ça qui a... Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il sait pourquoi ça ne va pas, et il ne dit pas pourquoi ça ne va pas. Et s'il ne dit pas pourquoi ça ne va pas, comment pourrait-il arranger ou changer les choses? Donc essayons de comprendre pourquoi ça ne va pas. Pourquoi nous avons 2 milliards d'euros de dettes affirmées, sans doute 4 milliards d'euros de dettes si on fait les vrais comptes, c'est-à-dire des sommes que nos enfants ne pourront pas payer, que nos petits-enfants sans doute ne pourront pas payer non plus, c'est-à-dire qu'en fait nous sommes en faillite. Pourquoi nous sommes en faillite? C'est ça qu'il faut qu'on sache si on veut sortir de cette faillite. Alors cette faillite, elle a 3 responsables. Il y a 3 piliers qui tiennent cette faillite, qui ont occasionné cette faillite. Ces 3 piliers, ce sont les hommes politiques, la banque et les assurances. Je vais m'expliquer sur ces 3 piliers. Je vais commencer par les assurances. Alors les assurances, c'est un phénomène, si vous voulez, qui est tout à fait connu. L'assurance, qu'est-ce que c'est? C'est la mutualisation d'un potentiel de risque par une cotisation et le remboursement, ou du moins le paiement des conséquences économiques de ce risque lorsqu'il arrive à un individu avec l'argent de tous les cotisants. C'est ça, une assurance. Et ces assurances, la société contemporaine dans laquelle nous vivons depuis après la guerre de 1940, cette société a été particulièrement demandeuse d'assurance, notamment la société occidentale. De ce fait, les assureurs ont pris tout d'un coup une importance colossale et ils ont assuré tout et n'importe quoi jusqu'à arriver à ne plus assurer fatalement un risque ou un accident, ce qui est quand même le rôle de l'assureur, mais à prétendre assurer un confort de vie. Donc ils ont fait une espèce de passerelle entre l'assurance du risque et puis le confort de la vie ou la charité ou la solidarité, appelons ça comme on veut. Et ils sont devenus tout d'un coup des gens absolument essentiels avec un pouvoir exorbitant qui s'est naturellement marié avec les 2 autres dont nous venons de parler, à savoir le politique et la banque. Donc l'assureur a failli à sa mission, et il s'est pris tout d'un coup pour quelque chose qu'il n'est pas, et il s'est mis à mentir éhontément sur sa fonction, et ce mensonge a été cru par le plus grand nombre. Le banquier. Alors le banquier, lui, c'est pareil, c'est quelqu'un tout à fait connu. Le banquier, c'est quoi? Le banquier, c'est quelqu'un qui récolte l'argent de ses clients, le garde, le protège, et avec fait des prêts, fait des emprunts avec une part de risque qu'il apprécie et qu'en principe, il assume, lui, banquier. Alors là, c'est pareil, les banquiers ont complètement perdu de vue leur objectif parce que tout d'un coup, le crédit, l'emprunt, est devenu non plus un outil nécessaire à la vie, mais tout d'un coup une facilité, un confort de vie qui fait que tout le monde s'est mis à emprunter. Et face à cette masse colossale d'emprunts, les banquiers ont cherché des sécurités et ils ont privilégié les emprunts couverts par l'impôt. Et donc les banquiers, d'intervenants économiques qu'ils étaient, sont devenus en fait, finalement, quelque part des prescripteurs d'impôts. Puisque votre banquier aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il prête exclusivement à l'État, pratiquement, très peu ailleurs,
Et quand l'État a du mal à rembourser, l'État augmente l'impôt. C'est-à-dire qu'avec votre argent, le banquier prête de l'argent à l'État qui va augmenter vos impôts pour le rembourser. C'est-à-dire que le banquier devient celui qui fait que vos impôts augmentent tout le temps. Avec votre argent. C'est-à-dire le banquier prête votre argent à des gens qui augmentent vos impôts. Avec cet argent, ils font des choses dont ils sont persuadés que sans doute ça les sert à eux, et puis peut-être que ça vous sert à vous, mais en tout cas le résultat est là, c'est-à-dire qu'avec votre argent, le banquier met en route la machine à imposer. Enfin, l'homme politique qui dans une démocratie devrait être celui qui est au service des autres, a organisé pour des motifs pareils, qui touchent vraiment le monde occidental, a organisé au motif que tout le monde doit pouvoir devenir un homme politique, il a fallu qu'il soit indépendant économiquement. Et cette indépendance économique s'est traduite finalement par des revenus assez conséquents, et puis finalement, de fil en aiguille, c'est devenu un métier. Et donc aujourd'hui, l'homme politique épouse cette carrière en principe très jeune dès la faculté, et puis ensuite il en fait son métier. Et donc il est indéracinable, il n'est pas question pour lui d'abandonner son métier en cours de route, il n'en a pas d'autre. Donc ça veut dire qu'il utilise la démocratie pour garder son métier et non plus pour servir la population. Donc ces trois professions, ces trois statuts sociaux, si vous voulez, ont complètement perdu de vue la réalité et ont menti à un point que ces trois structures ont déstabilisé notre société. Alors, ce mensonge, à qui doit-on le reprocher? À eux, bien sûr, à eux qui ont menti, ça c'est évident. Ils ont menti, mais on ne va pas faire d'amalgame. Tous les banquiers, tous les hommes politiques et tous les assureurs ne sont pas menteurs. Une partie chez eux significative qui a pris le pouvoir a menti et a transformé leur métier. Il y en a certainement qui auraient envie de le faire comme il doit se faire, mais je pense qu'ils n'en ont plus les moyens. Alors, à partir de ce mensonge, ils sont responsables de ce mensonge. Ils doivent en subir les conséquences. Ce sont eux qui sont responsables de la situation dans laquelle on est. Parce que quand il y a mensonge, qui est responsable du mensonge? C'est celui qui ment. Alors ensuite, dans la hiérarchie des responsables, il y a premièrement celui qui ment. En deuxième point, celui qui a compris qu'il y avait mensonge et qui adhère au mensonge, qui est pratiquement, qu'on pourrait dire, c'est le receleur du mensonge. Celui-là est pratiquement aussi coupable que celui qui a mis le mensonge. Puis après, il y a celui qui croit le mensonge, mais qui ne fait pas exprès, qui croit parce qu'il est crédule. Celui-là, il est un petit peu coupable de ne pas avoir cherché s'il y avait mensonge, mais bon, très peu. Donc lui, on va considérer que ce n'est pas lui le plus coupable, ce sont les deux premiers. Donc ces gens doivent, premièrement, pour toute personne qui fait de la politique, comme M. François Fillon, on doit déjà dire à la population, voilà où sont les responsables, et qu'est-ce que nous allons faire? Parce que, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe d'extraordinaire, c'est que ces trois composantes de la société sont pas des gens comme vous et comme moi. C'est-à-dire, vous et moi, vous êtes ou salariés ou entrepreneurs, c'est-à-dire que vous vendez votre temps personnel, qu'on paye à condition que vous le vendiez, ou si vous êtes entrepreneur, vous vendez, ou industriel, vous vendez le produit que vous avez créé, ou commerçant, le produit que vous avez acheté. C'est-à-dire, je prends par exemple Madame Bettencourt. Madame Bettencourt, elle s'appelle L'Oréal, son entreprise. Bien, L'Oréal, quand elle invente un produit, L'Oréal met en route un processus de fabrication, achète les produits fabriqués, dépense tout ce qu'il y a lieu de dépenser pour créer un produit, et ensuite le met en rayon. Et ce produit, vous l'achetez pas. Si vous l'achetez, ils ont réussi. Si vous l'achetez pas, ils ont perdu. Mais ils ont pris leur propre risque. Alors que les trois autres dont nous parlons, hommes politiques, banquiers, assureurs, ce sont ce qu'on appelle des mandataires. C'est-à-dire ce sont des gens qui n'engagent pas leur argent, qui fonctionnent avec le vôtre. Le statut de mandataire est un statut très particulier. Le mandataire est quelqu'un qui doit être complètement transparent et qui doit scrupuleusement poursuivre vos intérêts et être au service de vos intérêts. Ce n'est pas comme un commerçant. Le commerçant, il achète sa marchandise, il est à son service, il la vend ou il ne la vend pas. Vous êtes le consommateur, vous choisissez. Lorsque vous êtes le mandant d'un mandataire, donc là vous êtes le mandant de l'homme politique, vous êtes le mandant de l'assureur, vous êtes le mandant du banquier, il vous doit une transparence totale, il doit s'occuper en bon père de famille de vos affaires. Qu'est-ce qui arrive? Exactement le contraire. C'est-à-dire que vous êtes le mandataire de ces trois cas sociaux, pour le dire comme ça, et vous êtes mandataire de ces gens, et c'est
vous qui devez être transparent, et c'est eux qui ont droit à l'opacité. C'est exactement l'inverse de ce qui devrait être. C'est-à-dire que c'est eux qui devraient être totalement transparents, et vous qui avez droit à une vie privée. Votre assureur devrait être totalement transparent. Il ne l'est pas. Votre banquier devrait être totalement transparent. Il ne l'est pas. Il vous demande la transparence à vous, mais lui ne l'est pas. Votre homme politique devrait être totalement transparent. Il ne l'est pas. Donc nous sommes dans un système complètement inversé qui marche sur la tête. Et je ne comprends pas qu'un homme d'État comme François Fillon ne dise pas nous allons premièrement mettre de l'ordre sur les 3 piliers de la misère. Nous allons éradiquer les mauvaises habitudes de ces 3 piliers de la misère. Nous allons éradiquer leurs mensonges. Nous allons arrêter de leur faire croire. Par exemple, vous aurez entendu autour de vous des gens qui disent « les soins sont gratuits en France ». Mais où est-ce que vous avez vu que les soins sont gratuits en France? Les soins français sont les plus chers du monde. Alors, au motif que les gens, que les Français paient leurs soins sur leur feuille de paie à la fin du mois, où ils abandonnent 40% à peu près de ce qu'ils gagnent à la compagnie d'assurance, soi-disant, qui les couvre, qui s'appelle l'URSSAF, on dit c'est gratuit. C'est gratuit quand ils vont se faire soigner, mais ils ont payé toute leur vie avant. C'est horriblement cher, c'est pas du tout gratuit. Donc, si vous voulez, ces mensonges constants que véhiculent les 3 piliers de la misère, je ne peux pas comprendre qu'un homme politique qui a des ambitions, qui voudrait sauver le pays, ne commence pas par éradiquer ces gens. Donc, si vous voulez, là, je crois vraiment qu'on ne s'en sortira pas tant que quelqu'un ne les montrera pas du doigt, ne les jugera pas. Ces gens doivent être jugés, ces gens doivent être condamnés, ces gens doivent être punis parce qu'ils ont mis la France en ruine, totalement en ruine. Et ce sont eux 3 qui ont mis la France en ruine, personne d'autre. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est très important de comprendre ça. Et c'est très important de demander que nous demandions ça à ceux qui ont des ambitions pour gérer notre vie. Il faut leur dire, non mais attendez, commencez d'abord par mettre de l'ordre, et après on construira autre chose. Et voilà, je vous souhaite donc une bonne journée, et je vous dis à bientôt, au plaisir de revenir chez vous. Au revoir.